Saban Live vous présente Faux semblant de Didier Esposito aux éditions du Caïman. Chapitre 1. Assis sur un banc de béton, le champ de vision de David Cartier se limite à un long couloir éclairé par des néons, hésitant entre ombre et lumière. Autour de lui, des murs austères, gris et ternes, sur lesquels sont gravées d'obscures inscriptions. En face, un semblant de baie vitrée, modèle renforcé. De l'autre côté de cette paroi transparente, cohabitent à quelques pas une imprimante scanner dernier cri, une fontaine et des armoires de rangement cabossées par le temps, qui annoncent le début du couloir. Le corridor dessert à droite et à gauche une multitude de bureaux aux portes entr'ouvertes. Comme dans toute entreprise et administration, les personnels s'affairent ici et là, donnent des allures de ruches aux locaux. David Cartier observe les fonctionnaires, certains errant dans les couloirs, une feuille à la main, un classique, tandis que d'autres téléphonent ou discutent autour d'un café, encombrant le passage des plus actifs. Au fil des heures, les rôles s'inversent, mais lui ne bouge pas, invisible à leurs yeux. Puis, c'est son tour. On se souvient de lui. Le temps d'attente censé faire évoluer son degré de stress s'achève, et on le libère de sa cage de verre. On ne lui fait pas l'injure de le menotter, et il est conduit en douceur dans un des bureaux, rive droite du couloir. Dans la pièce éclairée par la lumière artificielle et agressive des lampes bon marché, deux bureaux bien rangés se font face. L'un d'eux n'est occupé que par un écran d'ordinateur et un clavier, tandis que le second, en plus du matériel informatique essentiel, est encombré d'une pile de pochettes colorées. Sur les murs blancs, un unique poster pour décoration. Un palmier, du sable blanc et de l'eau turquoise sur laquelle s'étalent une dizaine de petits mots et de signatures. En haut, un slogan discret. La Martinique, elle vous aime. Pourquoi pas, après tout? Lui aussi a tapissé son bureau de paysage. Un maigre dossier disperse ses feuillets sur une table d'appoint, tandis que les étagères de l'armoire entr'ouverte sont presque vides. Un écriteau manuscrit indique « Déstockage en cours » et un compte à rebours digital égrène chaque seconde avec un point final fixé dans 4 mois, 12 jours et un peu moins de 8 heures. Le cliquetis des claviers de l'autre côté du couloir joue une mélodie répétitive et hypnotique. Plus loin, un éclat de rire, puis une porte qui se ferme, juste derrière lui. Et enfin, l'enquêtrice qui s'installe derrière le bureau. La soixantaine en approche, métisse, les cheveux attachés impeccablement en queue de cheval. Des flagrances boisées émanent de sa geôlière et un sourire fatigué anime son visage. Chemisier blanc et tailleur impeccable, la tenue suggère une certaine classe. Visiblement proche de la retraite et en pente douce pour y arriver, la commandante Berthier décide d'écourter le round d'observation, ne voulant apparemment pas que les étagères de son armoire se remplissent encore plus avec l'arrivée d'un nouveau dossier. D'abord, l'heure des banalités introductives habituelles, nom, prénom, emploi, et toutes ces questions obligatoires qui servent à entrer dans le bain. L'eau est froide aujourd'hui, mais lui est chaud. Des gardes à vue, il en a connu des centaines. Visitant la large palette de crimes et délits que propose le code pénal, du plus insignifiant au plus grave. Mais aujourd'hui, tout change. Les choses s'inversent. À peine levé de son banc de pierre, David Cartier se trouve cette fois de l'autre côté du bureau. Les règles fixées, l'audition peut commencer. Bien, monsieur Cartier, vous savez comment cela se passe, de toute façon, on va aller vite sur le début. Pour commencer, je me présente, commandante Berthier, de l'inspection générale de la police nationale. Vous aviez compris, je pense. En effet, oui, je connais la procédure, il n'y a pas de problème. Si on pouvait faire vite, je ne vous cache pas que ça m'arrangerait. La journée a été longue et éprouvante, et je n'ai qu'une envie, rentrer chez moi.
Je vous comprends, oui. Mais comme le disait Naguib Mahfouz, ce grand écrivain égyptien, la patience est la clé de la délivrance, n'est-ce pas? Vous connaissez? Non, je ne connais pas, mais si vous me le permettez, on s'éloigne là, non? Vous avez raison. Bon, tout ça pour dire qu'il va vous falloir de la patience quand même si vous voulez sortir d'ici. Vous connaissez la musique comme moi. Il y a une partition à respecter. On ne saute pas directement au dernier couplet. Alors, commençons si vous le voulez bien. Vous vous appelez bien David Cartier. Vous êtes major à la division de la criminalité organisée et spécialisée. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, répond poliment Cartier, la jambe droite battant la mesure au rythme de ses pulsations. Et oui, je vous confirme que je ne veux pas d'avocat durant l'audition. Comme je l'ai dit, lors de mon placement en garde à vue, ajoute-t-il, anticipant la prochaine question. Je souhaite qu'on en finisse le plus vite possible pour que je puisse rentrer chez moi. Votre syndicat a dû vous encourager à en prendre un pourtant. J'imagine en tout cas. Mais c'est comme vous voulez. On va gagner du temps alors. Racontez-moi ce qu'il s'est passé ce matin, enchaîne la commandante en fixant de ses yeux noirs le major de police et en se collant contre le dossier de son fauteuil, les bras croisés sur sa poitrine. Et Cartier raconte. À la manière d'un procès-verbal, l'enquêteur s'en tient aux faits et se plonge avec détail dans les souvenirs encore fumants de cette matinée. Chapitre 2. Incroyable ce qu'un roman d'Harlan Coben, si léger à la lecture, pouvait sembler lourd à porter. David Cartier s'assoupit avec la page 147 tatouée sur le front quand le bruit d'une notification retentit de son téléphone. Le son particulier de sa messagerie WhatsApp l'informait de l'arrivée d'un nouveau message. À cette heure, si tardive, et par ce canal de communication, aucun doute, cela ne pouvait être que le service. Sa main trilla le fouillis de sa table de nuit, à l'aveuglette, pour attraper le téléphone, non sans renverser quelques papiers qui auraient déjà dû disparaître depuis longtemps. Sans surprise, l'enquêteur avait vu juste. Un minimum. Le chef d'antenne avisait le groupe d'une information importante. Selon un tonton des services, Jean-Baptiste Adélaïde, alias JBA, individu recherché dans le cadre de 3 affaires de viol suivies de meurtre, pourrait se trouver chez une de ses maîtresses, cette nuit, à Valence. Fin du message. Pourrait. Aucune certitude, mais une occasion à ne pas manquer, étant donné le peu de pistes dont disposait la brigade criminelle pour le localiser. Des meurtres, David Cartier en avait traité des dizaines. Des horribles, des sordides, des classiques, des involontaires, des mérités même. Il aurait pu en faire un inventaire à l'après-vert. Des hommes ficelés et jetés dans le Rhône, d'autres criblés de balles en pleine voie publique, des règlements de compte à coups de tournevis, des cadavres dans le coffre d'une voiture que l'on fait disparaître façon barbecue. Tout ça, l'enquêteur connaissait, et d'année en année, cela ne l'affectait plus. Le mal était fait depuis longtemps. Tout ça, Cartier l'acceptait. C'était le boulot et il l'avait choisi. Mais là, il s'agissait d'autre chose. Depuis 4 mois, le service avait été saisi à 3 reprises par le parquet. 3 viols suivis de meurtres par strangulation. À chaque fois, la même façon d'opérer. Comme signature, la petite culotte des victimes emportée en souvenir. Les 3 fois. Le corps de la victime était systématiquement nettoyé à la javel. Les endroits névralgiques de son appartement également. L'auteur ne laissait aucune trace. Quelque part dans un tiroir, un grenier, un carton, 3 culottes attendaient que les hommes de la DCOS les retrouvent, et avec elles leur ravisseur. Au vu de l'activité débordante du service, un grand coup de gomme avait été ordonné sur le planning des congés. Tous les repos se trouvaient suspendus jusqu'aux prochaines vacances scolaires. Les horaires à rallonge, du lundi au dimanche, jour et nuit, continueraient de s'enchaîner jusqu'à ce que JBA soit interpellé. Les policiers avaient passé des semaines à explorer toutes les pistes possibles et inimaginables pour trouver l'auteur de ces crimes. Et alors qu'ils s'enfonçaient dans des voies sans issue, une éclaircie apparut avec un retour ADN positif inespéré.
enfin. Sur la première scène de crime, les enquêteurs avaient trouvé un préservatif usagé enroulé dans un mouchoir en papier à quelques mètres de la porte de la victime, à l'extérieur de l'appartement, à moitié écrasé par une semelle, sans doute laissée là par inadvertance ou tombée d'une poche. Une erreur de débutant. Mais restriction budgétaire oblige et malgré l'urgence de la situation, ce n'était que 8 semaines après les premiers faits que l'identification de l'ADN leur était revenue. Jean-Baptiste Adélaïde, né le 14 juillet 2004 à Cayenne, de Maëva Adélaïde et de père inconnu, fiché au traitement des antécédents judiciaires pour des violences et des vols avec effraction. La lourdeur des procédures et les délais de traitement des éléments scientifiques avaient permis à Adélaïde de commettre de nouveaux crimes. Cette fois, sans laisser de traces. Le gamin apprenait vite. Après une enquête de voisinage exhaustive, les enquêteurs étaient quasiment convaincus, même si un doute pouvait subsister, que le sperme contenu dans ce préservatif appartenait au tueur. Une fois identifié grâce à son ADN, le service avait tout tenté pour le retrouver. La vie de Jean-Baptiste Adélaïde avait été épluchée par le CIRASCO, Service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée, qui s'était heurté à la disparition de certaines archives de l'autre côté de l'océan Atlantique. Tous les éléments recueillis avaient été exploités, mais la vie du suspect s'écrivait dans les fichiers en pointillés. Les écoutes téléphoniques des potentiels proches, la géolocalisation, les planques interminables, les balises GPS sous ces voitures supposées, tout y était passé. Mais il restait pour l'instant impossible de mettre la main sur celui qui, à lui tout seul, allait permettre de boucler 3 affaires et redonner le sommeil aux enquêteurs une fois interpellés. Rendez-vous était donc pris à 5 heures du matin dans les locaux de la division de la criminalité organisée et spécialisée de Valence, dernière née des réformes de l'institution, pour une mise en place aux abords du domicile dans la foulée. Le plan était simple. Le tuyau étant incertain, les policiers se posteraient autour du domicile de la maîtresse supposée 30 minutes avant 6 heures. Heure à laquelle les clients de la brigade avaient tendance à prendre la tangente avant que le seuil légal d'intervention ne sonne. Comme à chaque fois qu'il devait se lever avant le chant du coq, David Cartier passa une mauvaise nuit, faite de différents scénarios sur l'intervention du lendemain et de coups d'œil au réveil pour être sûr de ne pas se rater. À 4 heures, la sonnerie mit fin aux différentes options que l'enquêteur fomentait en boucle dans son esprit. Il pouvait enfin se lever sans réveiller personne. Cela ne risquait pas. Depuis plusieurs mois déjà, il ne partageait plus son lit. La procédure de divorce traînait, et les papiers passaient maintenant entre les mains du juge des affaires familiales pour les derniers détails à régler concernant la garde alternée de ses enfants. Il évita de se plonger dans ce genre de pensée pour ne pas se noyer et perdre de vue le but de la journée. Une douche, des vêtements chauds et un café l'aidèrent à émerger avant de se mettre en route. L'hiver touchait à sa fin, sur le calendrier en tout cas. Et en ouvrant la porte de sa maison, l'officier de police judiciaire ne put que se rendre à l'évidence. En plus d'être longue, la journée allait être humide. Comme d'habitude, l'enquêteur ignorait ce qu'il avait fait de son parapluie et c'est sous une pluie battante qu'il ouvrit le portail avant de prendre la route. Le chauffage capricieux de sa voiture ne suffit pas à le sécher et c'est encore à moitié trempé que Cartier franchit la barrière d'entrée des locaux de la DCOS, une vingtaine de minutes plus tard. La lumière qui filtrait des barreaux des fenêtres vers l'extérieur trahissait une présence, mais les places libres devant les bureaux indiquaient également qu'il était loin d'être le dernier. En quelques minutes, les effectifs disponibles finirent d'arriver et le groupe fit le point autour d'un café dans la salle multifonction, de repos, de briefing et de festivités de fin d'année. Bien. À part les absents, tout le monde est là, plaisanta le commandant Christian Deschamps, visiblement en forme. Comme vous l'aurez compris, on a une bonne occasion de serrer Adélaïde. On aura peut-être une seule chance, alors on s'applique. Vu la dangerosité du bonhomme, j'avais demandé l'assistance de la BRI, Brigade de recherche et d'intervention. Mais malheureusement, ils étaient sur un dispo toute la nuit et ils ont tapé un convoi de stupes il y a 1 heure à peine.
Donc, vous m'avez compris, on ne pourra pas compter sur eux. Ils sont déjà bien occupés. Moi, je veux bien, mais entre ceux qui ont les gosses à garder parce que maman travaille de nuit ou qui ont un autre impératif, là, je vois qu'on est 6 à tout casser ce matin. Alors, on fait quoi? On filoche jusqu'à son dôme ou on tape du coup? Enchaîna Stéphane Martin, heureux d'être là comme un athée à l'église. J'ai vu avec la juge. Si les conditions sont réunies, on tape. En aucun cas on ne rentre au dôme de la maîtresse si on ne le voit pas fleurir. Je rappelle que c'est une info tonton, alors prudence, continua le chef de service. Vu la configuration des lieux et le fait que ça se passe dans les rues piétonnes, il nous faut 2 sonnettes en piéton, ayant à vue la porte d'entrée de l'immeuble ou les issues possibles. On n'a pas eu le temps de vérifier s'il y en a une autre. Il faudra s'en assurer vite fait en arrivant et s'adapter aux besoins. Étant donné qu'on n'est pas pléthore, on fait ensuite 2 voitures de 2, dans les environs, pour prendre en charge si ça part en bagnole. Sinon, ça décale des voitures et on tape à pied, enchaîna Yann Montiel, l'adjoint de Deschamps. Simple, efficace. Sur le papier, en tout cas, oui. Je veux bien faire une des sonnettes, répondit Cartier. Ok, moi je me mettrai en voiture avec Stéphane, continua Deschamps. Yann, tu seras avec Christophe. Et Olivier, tu feras la deuxième sonnette. Bon. En plus, les radios sont pas disponibles. Elles sont reparties au service technique. Elles décrochent du réseau au bout de 10 minutes à chaque fois. On passera donc en fréconférence comme d'habitude. N'oubliez pas de prendre un pass pour les portes d'immeubles récalcitrantes. Et c'est parti. En quelques minutes, à l'heure où la plupart des gens terminent encore leur nuit, les hommes de la DCOS s'équipèrent de leurs gilets pare-balles, vérifièrent leurs armes et s'emparèrent de leurs menottes. Pour rester discret, pas de gilet tactique siglé police judiciaire. Le brassard police exhibé au dernier moment suffirait. On est entrés ensemble dans le livre par la lecture. Maintenant, je vais vous raconter ce qu'il m'a laissé à moi, une fois la dernière page tournée. En pleine nouvelle polémique autour des dérives policières, je viens de terminer un livre qui décrit de l'intérieur ce qu'est la vie d'un policier, et j'ai adoré. Pourtant, j'ai une relation ambivalente avec eux. Je les apprécie quand ils sont là pour informer, aider, accompagner, arrêter les vrais méchants, mais je les supporte beaucoup moins quand ils débordent, aboient ou quand leur définition du méchant ne correspond pas à la mienne. Les accusations de viol, de maltraitance en tout genre n'en finissent pas. Et pourtant, c'est eux qui sont intervenus au Bataclan, et ça nous rappelle l'autre visage, celui de policiers qui sauvent des vies. Dans Faux Semblant, Didier Esposito nous entraîne aux côtés des enquêteurs qui traquent les violeurs, les délinquants, les pédophiles. David Cartier, OPJ à Valence, se retrouve accusé de bavure après un tir malheureux. Tout s'acharne contre lui. Le roman raconte son cauchemar judiciaire, la spirale médiatique qui l'écrase et la manière dont il devient le symbole d'une corporation jugée en bloc. Ce n'est pas un roman qui dénonce frontalement les dérives policières françaises. La critique se déplace. Elle vise la réaction collective, l'emballement médiatique, la facilité avec laquelle on condamne. Cartier paie pour les pourris, alors qu'il enquêtait sur un violeur et qu'un réseau pédophile est démantelé. Ici, les policiers sont les gentils et la bavure n'en est pas une. Esposito a une écriture lucide et nerveuse qui colle parfaitement au sujet. Elle ne cherche pas à séduire par le style, mais à immerger le lecteur dans la réalité d'un flic. Et c'est précisément ce qui m'a séduite. Cette capacité à transformer une enquête en expérience vécue. Un roman tendu, crédible, qui prend le parti des policiers et montre l'autre côté du décor. Si vous voulez voir ce métier de l'intérieur, raconté par quelqu'un qui le vit, alors allez au bout du livre. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter les vidéos sur la chaîne de Saban Live. Je vous dis maintenant à bientôt pour de nouvelles lectures.